En 2023, un pays sahélien a brusquement changé de trajectoire industrielle. Alors que la plupart des États africains importent encore leurs armes, le Burkina Faso a choisi de produire localement, avec des effets économiques, politiques et symboliques immédiats. Pourquoi ce pari, porté par Ibrahim Traoré, dépasse-t-il la simple question militaire et concerne-t-il aussi l'avenir de la souveraineté africaine? Parce qu'en réussissant, il bouleverserait des dépendances anciennes et qu'en échouant, il deviendrait un avertissement durable. Cette analyse promet une chose précise: clarifier ce que change réellement la production locale d'équipements militaires pour un État africain confronté à des contraintes sécuritaires et économiques fortes. L'enjeu central tient en une formule simple: autonomie stratégique contre dépendance structurelle persistante. Au-delà du symbole, le projet burkinabé engage des choix lourds. Il mobilise des ressources publiques, redéfinit les priorités industrielles et s'expose le pays à des risques techniques, diplomatiques et financiers. En retour, il ouvre la possibilité de sécuriser les approvisionnements, de stabiliser les coûts et de renforcer des compétences locales longtemps sous-utilisées. Ce pari ne se mesure donc pas seulement en volume produit, mais en capacité acquise et en marge de décision retrouvée. Pour le Burkina Faso, réussir signifierait transformer une vulnérabilité chronique en levier de souveraineté. Échouer, en revanche, renforcerait les arguments de ceux qui estiment que l'industrialisation de la défense reste hors de portée pour des économies fragiles. Entre ces deux issues, chaque étape compte, chaque arbitrage pèse. C'est cette zone grise, souvent ignorée, que ce décryptage explore. En moins de 2 ans, les importations militaires du Burkina Faso ont reculé de 73%, un chiffre rare pour un pays du Sahel. Dans le même temps, plus de 12 000 emplois industriels directs ont émergé autour d'une filière qui n'existait pratiquement pas auparavant. Ces deux données résument le basculement engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, mais elles ne disent pas encore comment un État structurellement dépendant de fournisseurs étrangers a pu enclencher un tel mouvement. Avant 2023, l'armée burkinabé reposait presque entièrement sur des équipements importés. Chaque fusil, chaque munition, chaque drone provenait de l'extérieur, exposant le pays au retard de livraison, aux hausses de prix et aux pressions diplomatiques. Cette dépendance pesait directement sur la capacité opérationnelle des forces armées et sur la marge de manœuvre politique du gouvernement. La rupture intervient avec une décision stratégique: internaliser une partie critique de la chaîne d'approvisionnement militaire. Il ne s'agit pas d'un simple programme industriel, mais d'un repositionnement géopolitique. En lançant des zones de développement dédiées à la production d'armements, le Burkina Faso cherche à transformer une contrainte sécuritaire en moteur économique. Des ateliers spécialisés apparaissent, d'abord modestes, puis progressivement structurés, produisant munitions, fusils, drones et véhicules blindés adaptés aux réalités locales. Ce choix s'inscrit dans un contexte régional instable, marqué par des conflits persistants et une défiance croissante envers les partenaires traditionnels. Pour les autorités, continuer à importer signifiait accepter une vulnérabilité permanente. Produire localement revenait à assumer un risque industriel, mais aussi à récupérer un contrôle stratégique. Ibrahim Traoré présente alors le projet comme une réponse pragmatique à une impasse ancienne, plutôt que comme un geste idéologique. La montée en puissance reste progressive. Les premières séries sont limitées, les standards de qualité exigent des ajustements, et la formation de la main-d'œuvre prend du temps. Pourtant, la trajectoire est claire: réduire la dépendance extérieure tout en construisant des capacités durables. C'est ce pari, à la fois technique et politique, qui place aujourd'hui le Burkina Faso à un point de bascule rarement observé dans la région.
La transformation ne se lit pas seulement dans les chiffres nationaux, mais dans des trajectoires individuelles qui servent de révélateurs. Dans les zones industrielles nouvellement créées, des ingénieurs burkinabés, souvent formés à l'étranger, deviennent des pivots du changement. Leur mission consiste à adapter des technologies importées à des contraintes locales, qu'il s'agisse de matériaux disponibles, de conditions climatiques ou de maintenance sur le terrain. Ce travail d'ajustement, discret mais déterminant, marque le passage d'une logique d'achat à une logique de maîtrise. Un premier cas illustre cette dynamique. Dans un atelier de fabrication de munitions, des techniciens locaux ont dû apprendre à travailler selon des standards de contrôle qualité stricts, proches de ceux d'industries bien plus anciennes. Les débuts ont été marqués par des taux de rejet élevés, mais la répétition des processus et la formation continue ont progressivement stabilisé la production. En quelques mois, les chaînes de montage ont gagné en régularité, réduisant les pertes et améliorant la fiabilité des lots livrés. Un second exemple concerne la maintenance des équipements. Avant le projet, chaque panne majeure impliquait une attente prolongée de pièces importées. Désormais, des équipes locales interviennent directement, raccourcissant les délais et renforçant l'autonomie opérationnelle. Cette capacité nouvelle modifie la relation entre l'armée et l'industrie nationale, créant un cercle d'apprentissage mutuel. Ces effets précoces restent fragiles. Ils dépendent d'un encadrement rigoureux, d'investissements constants et d'une montée en compétences soutenue. Mais ils montrent déjà que la souveraineté industrielle ne se décrète pas, elle se construit à hauteur d'atelier. En réalité, l'indépendance commence par des gestes techniques répétés. Tout commence par une rupture nette avec les pratiques antérieures. Avant 2020, l'appareil de défense burkinabé fonctionnait sur un modèle d'importation quasi totale, coûteux et vulnérable. Puis vient le déclenchement. Un décret officialise la création de zones industrielles dédiées à la défense avec un objectif clair, produire localement ce qui était jusque-là acheté à l'étranger. Cette décision marque un avant et un après, car elle transforme une dépendance subie en chantier stratégique assumé. Ibrahim Traoré présente alors le projet comme une réponse opérationnelle à une contrainte structurelle et non comme une démonstration idéologique. La phase suivante est celle de la montée en puissance. Les premiers mois sont marqués par des installations rapides mais imparfaites. Des presses hydrauliques sont mises en service, des lignes de montage sont improvisées, puis progressivement rationalisées. La production démarre à petite échelle, avec des volumes limités et une forte exigence d'apprentissage. Les équipes locales découvrent des standards industriels exigeants, tandis que l'État impose des audits réguliers pour éviter les dérives. Cette période est instable, faite d'essais, de corrections et de retards, mais elle permet de poser les bases d'un système productif fonctionnel. À mesure que les processus se stabilisent, un changement plus profond s'opère. La fabrication locale commence à remplacer certaines importations critiques. Les délais d'approvisionnement se raccourcissent, les coûts deviennent plus prévisibles et la planification militaire gagne en cohérence. Ce basculement progressif n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. Chaque lot produit localement réduit un peu plus la dépendance extérieure et renforce la crédibilité du projet. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, le discours officiel insiste sur la patience industrielle, rappelant que la souveraineté ne se mesure pas en annonces rapides, mais en capacité consolidée. Vient ensuite le moment des répercussions. Sur le plan économique, l'industrie de défense commence à irriguer d'autres secteurs, du transport à la maintenance, créant un écosystème encore fragile mais en expansion. Sur le plan institutionnel, la relation entre l'État et ses fournisseurs évolue.
L'administration n'est plus seulement acheteuse, elle devient pilote d'un outil productif. Cette mutation modifie les équilibres internes, car elle exige transparence, discipline budgétaire et coordination entre ministères. Mais cette trajectoire génère aussi des tensions. La pression pour obtenir des résultats rapides se heurte aux contraintes techniques. Les partenaires extérieurs observent avec prudence, parfois avec scepticisme, cette volonté d'autonomisation. À l'intérieur du pays, certains questionnent l'allocation des ressources, estimant que d'autres secteurs auraient pu être prioritaires. Ces critiques accompagnent chaque étape du processus, rappelant que la montée en puissance industrielle se déroule sous surveillance permanente. À la fin de cette séquence, le projet n'est ni un aboutissement, ni un simple symbole. Il est devenu un fait structurant. Le Burkina Faso a engagé un mouvement difficilement réversible où chaque avancée crée de nouvelles attentes et chaque retard expose à de nouvelles critiques. C'est dans cet entre-deux, entre consolidation et fragilité, que se joue désormais l'avenir du pari lancé par Ibrahim Traoré. Le premier indicateur clé concerne la dépendance extérieure. Entre 2022 et 2024, les importations militaires du Burkina Faso ont diminué de 73%, traduisant un basculement rapide d'un modèle d'achat vers un modèle de production. Cette baisse signifie concrètement moins d'exposition au retard, aux ruptures de contrats et aux fluctuations de prix imposées par des fournisseurs étrangers. Le second chiffre structurant touche à l'emploi. Plus de 12 000 postes directs ont été créés dans les unités de production et les activités connexes. Ce volume d'emploi indique que le projet dépasse largement la sphère militaire et agit comme un moteur industriel. Chaque poste représente une compétence technique acquise, transférable à d'autres secteurs, et contribue à stabiliser des revenus dans des zones souvent marquées par la précarité. Le troisième indicateur porte sur les finances publiques. Les recettes fiscales issues du secteur de la défense ont progressé de 18%, renforçant la capacité de l'État à financer d'autres politiques publiques. Cette hausse suggère que l'industrie locale ne se contente pas de consommer des ressources budgétaires, mais commence à en générer, modifiant l'équilibre coût-bénéfice du programme. Pris isolément, ces chiffres peuvent sembler impressionnants. Ensemble, ils dessinent une trajectoire plus nuancée. La réduction des importations libère des marges financières, mais exige une discipline industrielle constante. Les emplois créés soutiennent le tissu social, mais reposent sur la continuité des investissements. La hausse des recettes fiscales améliore la flexibilité budgétaire sans garantir une rentabilité immédiate à long terme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces données sont présentées comme des jalons, non comme des preuves définitives de succès. Elles indiquent une dynamique enclenchée, pas une victoire acquise. La question centrale reste donc ouverte. Ces gains chiffrés peuvent-ils être maintenus et amplifiés sans fragiliser l'équilibre économique global du pays? Les objections au programme de production locale d'armement reposent sur des arguments solides qu'il convient d'examiner sans les caricaturer. Le premier concerne la sécurité. Installer des sites industriels de défense dans une région marquée par l'instabilité soulève la crainte d'une prolifération incontrôlée. Des observateurs estiment que multiplier les lieux de production augmente mécaniquement les risques de détournement, de vol ou d'usage non autorisé. Dans un environnement sahélien déjà sous tension, cette inquiétude n'est pas abstraite. Elle renvoie à des précédents régionaux où la circulation d'armes a alimenté des dynamiques violentes difficiles à contenir. Le second argument est économique et social. Certains analystes soutiennent que les ressources mobilisées pour l'industrie de défense auraient dû être orientées vers des secteurs jugés plus urgents, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. Selon cette lecture, chaque investissement industriel militaire représente un arbitrage défavorable pour des politiques sociales à impact plus immédiat.
À long terme, cette priorisation pourrait accentuer des déséquilibres, en favorisant un secteur fortement dépendant de la commande publique au détriment d'activités plus diversifiées. Ces critiques gagnent en force lorsqu'elles sont combinées. Elles dessinent le risque d'un État engagé dans une trajectoire coûteuse, exposé à des menaces sécuritaires accrues et à une pression budgétaire persistante. Ignorer ces signaux reviendrait à fragiliser la crédibilité même du projet. La réponse apportée par les autorités repose sur un raisonnement différent. Produire localement n'est pas présenté comme une fin, mais comme un moyen de réduire une vulnérabilité structurelle. La dépendance totale aux importations exposait déjà le pays à des risques sécuritaires et financiers majeurs. En internalisant une partie de la production, l'État cherche à mieux contrôler les flux, à renforcer la traçabilité et à professionnaliser la gestion des équipements. Les audits réguliers et les contrôles qualité sont conçus précisément pour limiter les dérives redoutées. Sur le plan économique, l'argument avancé est celui de l'effet multiplicateur. Les emplois créés, les compétences développées et les recettes fiscales générées peuvent soutenir d'autres politiques publiques plutôt que les concurrencer. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la ligne officielle insiste sur cette articulation, affirmant que la souveraineté industrielle constitue un socle, non un obstacle, au développement social. La tension entre ces deux lectures ne disparaît pas. Elle structure le débat et oblige le projet à se justifier en permanence par ses résultats. Tout ne se joue pas dans les usines. Le véritable tournant apparaît lorsque la production locale cesse d'être pensée comme une réponse d'urgence et commence à structurer une stratégie de long terme. Jusqu'ici, l'effort industriel pouvait être interprété comme une réaction aux contraintes sécuritaires immédiates. À ce stade, il devient un outil de projection politique et économique. Cette mutation est moins visible que l'ouverture d'une chaîne de montage, mais elle est plus déterminante pour l'avenir du projet. Ce changement de statut modifie la façon dont l'État arbitre ses décisions. Les investissements ne sont plus guidés uniquement par la nécessité de remplacer des importations, mais par la volonté de consolider des capacités durables. La question n'est plus seulement de produire suffisamment, mais de produire de manière fiable, traçable et adaptable. Cette logique impose une planification plus rigoureuse, des standards plus stricts et une coordination accrue entre institutions civiles et militaires. C'est à ce moment précis que le projet porté par Ibrahim Traoré révèle sa portée réelle. En s'inscrivant dans le temps long, il expose aussi le pays à une évaluation plus exigeante. Les résultats ne peuvent plus être justifiés par le contexte d'urgence. Ils doivent démontrer une cohérence industrielle, une discipline budgétaire et une capacité d'apprentissage continu. Ce point de bascule crée une nouvelle attente à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le Burkina Faso n'est plus observé comme un État qui tente une expérience risquée, mais comme un acteur qui affirme une orientation stratégique. À partir de là, chaque succès renforce la crédibilité du modèle et chaque faiblesse devient un signal amplifié. Le projet entre dans une phase où la marge d'erreur se réduit, mais où l'impact potentiel s'élargit considérablement. Pour l'État, le premier effet tangible est institutionnel. La capacité à produire localement modifie la manière dont les politiques de défense sont conçues et exécutées. La planification n'est plus entièrement conditionnée par des calendriers d'importation ou des négociations externes. Elle devient plus prévisible, plus maîtrisable, ce qui renforce la continuité de l'action publique. Cette autonomie relative permet également à l'administration de mieux contrôler les coûts, d'anticiper les besoins et de réduire certaines vulnérabilités diplomatiques. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État burkinabé gagne ainsi une marge de décision supplémentaire, même si cette marge reste dépendante de la solidité industrielle du dispositif. Pour les entreprises locales, l'impact est avant tout structurel.
La filière de défense agit comme un catalyseur pour un tissu industriel plus large. Des acteurs du transport, de la maintenance, de la logistique ou de la fourniture de matières premières bénéficient indirectement de la montée en puissance des usines. Cette dynamique favorise l'émergence de compétences nouvelles et stimule des investissements qui n'auraient pas trouvé de justification économique auparavant. Toutefois, cette opportunité s'accompagne d'une dépendance à la commande publique. La viabilité des entreprises repose donc sur la capacité de l'État à maintenir une trajectoire cohérente et à éviter les ruptures brutales de financement. Pour les citoyens, et en particulier les travailleurs, les effets sont plus immédiats. Les emplois créés offrent des revenus stables dans un contexte souvent marqué par l'informalité et la précarité. Les formations techniques associées à ces postes renforcent le capital humain et ouvrent des perspectives professionnelles au-delà du seul secteur militaire. Cette évolution contribue à ancrer des jeunes qualifiés dans l'économie locale, limitant les dynamiques de migration forcée. Néanmoins, ces bénéfices restent inégalement répartis et concentrés autour des zones industrielles, ce qui pose la question de leur diffusion à l'échelle nationale. Pour la région, enfin, les conséquences sont ambivalentes. D'un côté, la réduction de la dépendance du Burkina Faso aux importations extérieures peut inspirer d'autres États africains confrontés à des contraintes similaires. Elle ouvre la voie à des coopérations régionales fondées sur le partage de compétences et la mutualisation de certaines capacités industrielles. De l'autre, elle suscite des inquiétudes liées à la circulation des armements et à l'équilibre sécuritaire du Sahel. Les partenaires régionaux observent donc cette trajectoire avec un mélange d'intérêt et de prudence. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage contrasté. Le projet n'est ni un levier miraculeux, ni une simple opération symbolique. Il produit des gains mesurables pour l'État, des opportunités pour les entreprises, des améliorations concrètes pour une partie de la population et des interrogations légitimes pour l'environnement régional. C'est précisément cette combinaison qui rend l'initiative difficile à évaluer de manière tranchée. En consolidant certaines positions tout en fragilisant d'autres, la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré redéfinit progressivement les équilibres internes et externes du Burkina Faso. Le premier scénario, dit de base, repose sur une consolidation progressive sans accélération majeure. Les sites de production continuent d'améliorer leur processus, mais restent principalement orientés vers la satisfaction des besoins nationaux. Les volumes augmentent lentement, la qualité se stabilise et la dépendance aux importations poursuit sa baisse sans disparaître totalement. Dans cette configuration, l'industrie de défense devient un pilier fonctionnel mais prudent, intégré à la planification étatique sans transformer radicalement l'équilibre économique. Cette trajectoire privilégie la maîtrise opérationnelle et limite les risques au prix d'un impact régional encore modeste. Le scénario optimiste envisage une montée en puissance plus ambitieuse. Les capacités industrielles atteignent un seuil où la production locale dépasse les besoins immédiats du pays. Des coopérations techniques régionales émergent, centrées sur la maintenance, la formation et certains équipements spécifiques. Le Burkina Faso gagne alors en crédibilité comme partenaire industriel, et non plus seulement comme client ou producteur isolé. Cette dynamique suppose une gouvernance rigoureuse, une transparence renforcée et une continuité politique forte. Si ces conditions sont réunies, le projet porté par Ibrahim Traoré pourrait devenir une référence africaine en matière de souveraineté industrielle. Le scénario pessimiste repose sur des blocages cumulatifs, des contraintes budgétaires, des pressions diplomatiques ou des difficultés techniques freinent l'expansion des sites de production. Les investissements ralentissent, la qualité progresse insuffisamment et la rentabilité devient incertaine. Dans ce cas, l'État serait contraint de réactiver partiellement les importations, affaiblissant la crédibilité du projet.
Cette trajectoire ne signifierait pas un abandon total, mais une perte d'élan, rendant plus difficile la justification des choix initiaux. Face à ces trois issues, une recommandation s'impose. Pensez le projet moins comme une course au volume que comme un apprentissage stratégique. La robustesse comptera davantage que la vitesse, car c'est la cohérence dans le temps qui déterminera si cette initiative restera une expérience limitée ou deviendra un modèle durable. Pour les travailleurs directement impliqués, l'impact est d'abord concret. L'accès à un emploi formel assorti de formations techniques continues modifie les trajectoires individuelles. Les compétences acquises ne se limitent pas à la production militaire. Elles renforcent l'employabilité dans la maintenance, la mécanique de précision ou la logistique industrielle. Cette montée en qualification apporte une stabilité de revenus et une projection professionnelle plus lisible dans un contexte où l'informalité demeure dominante. Pour les jeunes en formation, l'effet est plus diffus mais structurant. La présence d'unités industrielles crée une demande locale de profils techniques, ce qui redonne de la valeur aux filières scientifiques et professionnelles. Les stages, les partenariats avec des centres de formation et l'apprentissage sur site réduisent le décalage entre enseignement et emploi. À moyen terme, cette dynamique peut contribuer à freiner l'exode de compétences en offrant des perspectives ancrées dans le territoire. Pour les familles et les communautés locales, les changements sont indirects mais perceptibles. Des revenus plus réguliers soutiennent la consommation, améliorent l'accès aux services essentiels et stabilisent certaines zones urbaines et périurbaines. L'activité industrielle génère également des emplois périphériques, du transport à la restauration, qui élargissent l'impact au-delà des usines elles-mêmes. Ces bénéfices restent toutefois concentrés géographiquement, ce qui alimente des attentes dans les régions moins dotées. Pour le citoyen ordinaire, enfin, la question est moins économique que symbolique. Voir des équipements produits localement nourrit un sentiment de capacité collective, l'idée que des choix industriels peuvent produire des résultats tangibles. Ce sentiment ne remplace pas les besoins sociaux urgents, mais il modifie le rapport à l'action publique. Ces effets humains ne garantissent pas le succès du projet. Ils rappellent cependant que les décisions industrielles ne se mesurent pas seulement en bilan comptable, mais aussi en trajectoire de vie et en confiance collective. La première étape consiste à verrouiller la qualité. Sans standard stable, aucune souveraineté industrielle n'est crédible. Cela implique des audits réguliers, des procédures de traçabilité strictes et une formation continue des équipes techniques. L'objectif n'est pas seulement de produire, mais de produire de manière reproductible, avec des niveaux de fiabilité comparables aux références internationales. Cette discipline conditionne la confiance de l'armée, mais aussi celle des partenaires potentiels. La deuxième étape porte sur les compétences. Le maintien des capacités acquises exige un investissement constant dans le capital humain. Des partenariats avec des centres de formation, des écoles techniques et des universités locales permettent d'ancrer les savoir-faire dans la durée. En élargissant les compétences au-delà de la seule production vers la maintenance et l'ingénierie, le pays réduit sa dépendance aux expertises extérieures. La troisième étape concerne la gouvernance financière. Le pilotage du programme doit rester lisible, avec des indicateurs clairs et une transparence suffisante pour éviter les dérives budgétaires. La soutenabilité du projet dépend de sa capacité à générer des retombées économiques mesurables sans devenir un fardeau pour les finances publiques. C'est sur ce point que l'arbitrage politique est le plus sensible. La quatrième étape touche à la sécurité des sites et des flux. Protéger les installations, contrôler la distribution et limiter les risques de détournement sont des conditions indispensables pour répondre aux critiques sécuritaires.
Cette dimension opérationnelle conditionne l'acceptabilité du projet à l'échelle nationale et régionale. Enfin, la cinquième étape vise l'inscription régionale. En privilégiant des coopérations techniques plutôt que commerciales, le Burkina Faso peut élargir son influence sans accroître les tensions. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route est présentée comme une progression graduelle, où chaque étape consolide la suivante. La question n'est plus de savoir s'il faut produire localement, mais comment le faire sans fragiliser l'ensemble du système. Revenir à l'atelier permet de mesurer ce qui a réellement changé. Les mêmes gestes techniques se répètent, plus précis, plus assurés qu'au début. Là où l'incertitude dominait, une routine industrielle s'installe progressivement. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est révélateur. La souveraineté ne se manifeste pas seulement dans les discours bisari officiels, elle se construit dans la répétition disciplinée de processus maîtrisés. Chaque ajustement, chaque contrôle, chaque correction traduit une capacité nouvelle à apprendre de ses propres limites. Cette évolution donne une autre lecture du projet. Il ne s'agit plus seulement de produire des équipements, mais de produire de la confiance à l'intérieur des institutions comme au sein de la société. Les travailleurs savent que leur compétence a une valeur stratégique. Les responsables savent que leurs décisions ont des effets mesurables. Cette chaîne de responsabilité redéfinit le rapport entre l'État et ses capacités industrielles. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un initiateur isolé que comme celui d'un catalyseur. L'impulsion politique a ouvert une voie, mais sa viabilité dépend désormais d'acteurs multiples, de règles respectées et d'une constance rarement exigée dans des contextes fragiles. Le pari n'est donc pas figé, il se rejoue chaque jour, dans des choix discrets plutôt que dans des annonces. Et c'est là l'idée essentielle. La souveraineté s'éprouve dans la durée, pas dans l'instant. Au terme de ce parcours, le cas du Burkina Faso dépasse son cadre national. Il interroge une idée plus large. Jusqu'où un État peut-il aller pour reconquérir des marges de décision sans fragiliser ses équilibres internes? L'expérience en cours montre que la souveraineté industrielle n'est ni abstraite ni automatique. Elle repose sur des choix concrets, des compromis assumés et une capacité à accepter des résultats progressifs plutôt qu'immédiats. Ce débat ne concerne pas uniquement les spécialistes de la défense ou de l'économie. Il touche aussi les citoyens, les décideurs publics et les acteurs privés qui s'interrogent sur la meilleure manière de transformer des dépendances anciennes en capacités durables. Le projet burkinabé rappelle que produire localement n'est pas seulement une question de moyens, mais de cohérence, de gouvernance et de constance dans le temps. Observer cette trajectoire invite donc à élargir la réflexion. Dans d'autres secteurs stratégiques, énergie, agriculture, technologie, des dilemmes similaires se posent. La question n'est pas de reproduire un modèle à l'identique, mais d'en tirer des enseignements adaptés à chaque contexte. À votre échelle, quel choix collectif permettrait de transformer une contrainte structurelle en levier durable sans sacrifier l'équilibre social et économique?